Absolute genius. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de la deuxième saison de The Extra Time avec Mathieu et Paul-Antoine. Comment ça va les gars ? Ça va moyen. Moyen ? Moi ça va moyen, mais bon, je pense qu'il y a un peu d'espoir. Allez, bon, vous pouvez, ouais. De toute façon, vous pouvez pas être pire que moi quand on est supporter de la Juve cette saison. On peut pas être. Enfin, je veux dire, les gars, vous avez quand même une équipe de Chelsea qui, ok, a perdu son dernier match, mais bon, ça va. Vous êtes quand même toutes les semaines, vous vous régalez. Il y en a qui se régalent un peu moins. Ouais, c'est vrai. Bon, on en parlera un peu plus tard. On n'est pas à se plaindre, On en parlera après. Alors du coup, on commence par un petit retour sur les 3 dernières journées des championnats européens, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses quand même. Par quelle ligue vous voulez commencer ? Est-ce qu'on va peut-être ouvrir avec la première ligue en vrai, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mathieu, Paul-Antoine, c'est votre domaine de prédilection, donc je vous laisse. Bon bah je pars sur les récaps des gros scores. Tottenham qui s'est fait surprendre par Crystal Palace, un club qu'on voyait plus se faire reléguer en fin de saison, qui a totalement surpris le club de Nuno Espirito Santos. On ne s'attendait pas du tout à un résultat comme ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que c'est la grosse surprise de la 4ème journée de Première Ligue. Non, la plus grosse journée de la 4ème journée, t'oublies, c'est la victoire d'Arsenal. Première victoire, premier but d'Arsenal. C'est vrai, le premier but d'Arsenal face à Norwich, c'est vrai, c'était la grosse bataille entre le 19e et le 20e. Arsenal qui a enfin gagné ses 3 premiers points de la saison. On passe donc à la 5ème journée où il y a eu le derby londonien Tottenham-Chelsea, où Chelsea a écrasé le club de Tottenham après une performance qui ne peut pas être qualifiée de la meilleure de la saison de Chelsea, mais ça nous a quand même donné 3 points bien mérités. Manchester City qui n'a réussi qu'à faire un nul face à Southampton à domicile, et d'ailleurs il y a eu une petite c'était un peu controversé, il y avait probablement un penalty pour Southampton après une faute de Kyle Walker. Pour moi c'était un penalty, mais ça s'est fini par un match nul. City qui perd 2 points, ce qui aurait été crucial pour eux, notamment étant donné qu'ils ont battu donc Chelsea hier 1-0 à Stamford Bridge. Ça leur aurait peut-être permis d'être devant Liverpool qui est actuellement à 1 point devant eux. Manchester United qui s'est fait surprendre par Aston Villa à domicile, ils ont perdu 1-0. Brentford qui arrive à marquer 3 buts face à Liverpool pour gagner Là, 1 on point. parle de la journée de ce week-end. Hein, oui, c'est ça, de la journée de ce week-end. Alors ce soir, ou plutôt dans une dizaine de minutes, on va avoir le derby nord-londonien entre Arsenal et Tottenham. Et puis demain, on aura Crystal Palace Brighton. Brighton qui fait un très bon début de saison, on ne s'y attendait pas du tout. S'ils gagnent demain, ils finissent top de la Première Ligue avec 1 point d'avance sur Liverpool. Un début de saison... Comment ? Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, putain, c'est incroyable. Donc un début de saison très intéressant en Première Ligue, avec des clubs qui sont avec un nombre de points extrêmement serré. Donc la différence entre Liverpool et West Ham qui sont 7ème n'est que de 3 points. Et un début de saison incroyable également pour Cristiano Ronaldo qui a déjà inscrit 3 buts en Première Ligue. C'est tout pour moi. Je pense qu'on peut passer à la Liga. Donc la Liga, premier du championnat, les leaders c'est le Real Madrid encore. Le Barça qui peine vraiment à atteindre ce top 4, parce que la Real Sociedad et l'Atlético Madrid sont bien ancrés dans ce top 4 avec Séville aussi. Maintenant, je pense que le Real qui est assez solide, on va parler du Real qui est assez solide. Grosse performance sur ce début de saison de Karim Benzema. Dans mes souvenirs, il est à 8 buts, 6 passes décisives. Il a déjà 8 buts, ouais. Ouais, 7 passes décisives maintenant. Il est monstrueux, c'est incroyable de voir un Karim Benzema à ce niveau-là. Est-ce que ça l'est vraiment finalement de le voir à ce niveau-là ? Est-ce que c'est vraiment incroyable de le voir à ce niveau-là ? Parce qu'au final, Karim Benzema est assez bon de base, est même un très grand joueur. Sinon, une petite critique que j'aimerais lancer, c'est sur l'Atlético Madrid qui reste 3ème du championnat, mais avec des performances en demi-teinte, puisque peut-être qu'à certains moments ils réussissent à gagner sur des petits détails, mais les performances dans l'ensemble sont vraiment assez mauvaises. Antoine Griezmann est vraiment absent lors de son retour à l'Atlético. Bon, peut-être une réadaptation pour lui. Sinon, oui, le Barça, le Barça qui est en pleine crise n'arrive toujours pas, pour l'instant est en train de mener face à Levante, mais qui est toujours en peine d'arriver dans ce top 4.
Et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de news du côté Liga, à part la domination du Real Madrid dans ce début de saison. Ouais, c'est sûr. Moi, franchement, je te trouve un peu sévère encore avec le Barça. Parce Avec que le Barça, c'est vrai que ça tourne pas rond. Effectivement, les supporters du Barça, ça fait 3 saisons maintenant qu'ils se rongent les ongles tous les week-ends avec les matchs de leur équipe. Après, il y a quand même une différence entre être une équipe en reconstruction et être en crise complète. Encore une fois, le Barça l'année dernière, il se qualifie quand même facilement en Ligue des Champions. Là, ils sont à la peine pour être dans le top 4, mais on parle d'être à la peine dans le top 4, c'est-à-dire qu'ils sont à 1 point du 4e. Ils ont pas encore perdu cette saison. Non, évidemment. Donc effectivement, c'est pas le Barça, mais c'est compliqué ce qui se passe au Barça en ce moment, mais c'est pas non, dans les résultats sportifs, c'est pas non plus un cataclysme. C'est pas un cataclysme, ce qui est proposé dans le jeu. On s'attend quand même à quelque chose de meilleur. Enfin, il y a un niveau quand même, il y a une certaine attente que les supporters ont, que les fans de football qui regardent le Barça ont. Enfin, je sais pas, pour moi, même la direction, elle doit normalement avoir un niveau attendu pour les joueurs, pour l'entraîneur. Et là, je pense que Ronald Koeman, tu vois, je pense que je l'ai assez supporté dans ce podcast, ou même avec vous ou avec d'autres personnes. Mais je pense que pour moi, il est plus fait, je pense qu'il est pas capable de relever le niveau. Le problème, c'est que le Barça, il est tellement tombé trop loin, il est trop bas là. Le niveau du Barça est trop bas pour que Ronald Koeman, un entraîneur qui est plutôt bon normalement, mais c'est pas le meilleur entraîneur, c'est pas l'entraîneur qui va te faire relever une équipe. Et c'est pour ça que je pense que vraiment il faut tout changer. Il y a quelque chose qui va pas au Barça, et je pense que l'entraîneur n'aide pas à reconstruire le Barça. Et c'est pour ça que je le vois pas rester plus longtemps, même s'il y a peut-être une victoire cet après-midi ou en Ligue des Champions. Enfin, pour moi, c'est juste retarder l'inévitable. Je pense que vraiment c'est inévitable. Le départ de Ronald Koeman pour moi était inévitable. On va passer donc à la Serie A. On va laisser Thomas parler et peut-être pleurer parce qu'il en aurait peut-être besoin. Oui, on en aura bien besoin. En Serie A, les grosses équipes sont au rendez-vous, sauf la Juve. Et dans ce début de saison, et un petit peu la Lazio qui, après un tout début de saison, je dirais, satisfaisant, et là ça fait 3 matchs sans victoire pour la Lazio, qui a perdu contre Milan 2-0 sèchement. C'était il y a 2 semaines, lors de 3 journées précédentes. Ils ont fait un match nul contre Cagliari, un match nul contre Torino, donc compliqué pour la Lazio, qui a du coup laissé filer des points au classement, qui se retrouve au même nombre de points que la Juve. Et donc on parle de grosse crise sportive à la Juve, et en termes de points, finalement la Lazio, qui faisait un début de saison canon, se retrouve à 8 points comme la Juve. Et donc pour les équipes en tête de classement, on retrouve l'AC Milan qui fait vraiment un début de saison quasi parfait, parce que le match nul contre la Juve, c'est une victoire pour Milan, parce qu'il y a une très bonne première mi-temps des Turinois. C'est d'ailleurs, je pense, les meilleures 45 minutes de la Juve cette saison. Après, comme d'habitude, l'équipe d'Allegri recule. C'est exactement ce qu'ils font à tous les matchs. Ils l'ont encore fait ce midi contre la Sampdoria, où ils ont complètement reculé. Ils ont mené 1-0, ils ont mené 2-0. Ils ont pris un but tout de suite après le penalty marqué par Bonucci. Ils prennent un but pour revenir à 2-1 à la mi-temps. Donc déjà, vous vous mettez en difficulté. La Juve avait perdu Dybala sur blessure, donc ça c'est extrêmement important quand même, parce que Dybala sera sûrement absent contre Chelsea cette semaine en Ligue des Champions. Morata est aussi sorti sur blessure, donc à voir. C'est quand même les 2 atouts offensifs de la Juve, et il faudrait pas qu'il reste absent trop longtemps. Donc j'ai un petit peu dérivé sur Juve et Sampdoria pour vous expliquer vraiment que cette équipe de la Juve souffre d'une inconstance pendant les matchs qui est vraiment fondamentale, parce que contre Naples, ils font un très bon match, une très bonne première mi-temps également. Ils vont même perdre le match 2-1. Contre Milan, ils auraient pu le perdre à la fin aussi, ils ont tenu. Et voilà, cette équipe de Milan, quand elle a joué contre la Juve, elle aurait pu gagner. Donc c'est le seul match sans victoire pour Milan, ce match contre la Juve. Mais c'est une équipe très impressionnante, qui dégage une puissance qu'on retrouve à chaque match. Vraiment, elle est portée d'un souffle, cette équipe, franchement, que ce soit, mais on peut regarder tous les jours, hein, mais moi j'aime beaucoup Leao, Rebic, qui donne cette envie de gagner. Et pour moi, mon petit joueur phare là, que
que j'ai envie de mettre en avant de ce début de saison, c'est Brahim Diaz, parce que je trouve que ce joueur est absolument exceptionnel. Le ballon j'aurais pas mis Brahim Diaz. Le ballon lui colle au pied à Brahim Diaz. Pour moi, c'est lui le moteur de l'AC Milan. Je trouve que c'est un joueur absolument fantastique. Moi, j'aurais vraiment mis Sandro Tonali. Sandro Tonali, sur ce début de saison, pour moi, il est quasiment irréprochable et il fait même perdre à Ismaël Benasser sa place de titulaire. Ils ont joué ensemble aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, ils ont joué ensemble, mais je crois que c'était suite à une blessure de Franck Kessié, ou peut-être un désaccord, tu sais, que Franck Kessié essaye de re-signer son contrat, mais je crois que Franck Kessié n'est peut-être pas d'accord, et du coup, il y a plein de problèmes comme ça, et du coup, je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est une blessure, mais en tout cas vraiment, pour moi, Sandro Tonali, le début de saison qu'il fait, il est quasiment parfait. Et en plus, on le voyait l'année dernière où il avait pas mal de difficultés dans ce 11. Je pense que vraiment, à son début, là, il est très prometteur et j'attends de voir vraiment de la suite. Et puis voilà, ouais. Ouais, mais c'est une très belle équipe. C'est une très très belle équipe. Vraiment. Milan, ils ont recruté en plus un très bon gardien, l'ancien gardien du LOSC, Mike Maignan. Donc ils ont une équipe très complète. C'est très solide. Alors après, bon, je vais pas m'éterniser. On n'a pas que Milan. Il y a quand même 3 équipes qui se tiennent en 2 points. Naples qui est juste en dessous à 15 points, qui a un match en retard sur Milan. Donc Naples qui peut passer leader du championnat. Je crois qu'il joue. Alors attendez, je vais vérifier ça très très vite. Naples joue contre Cagliari, c'est ce soir. Donc possibilité pour les Napolitains de passer en tête du championnat. Donc cette équipe de Naples, pareil, on avait vu l'année dernière une équipe un peu en difficulté qui a raté la qualif en Ligue des Champions à la dernière journée. On en parle quasiment à chaque épisode. Mais là, on arrive avec un nouvel entraîneur, avec Spalletti. On attendait de voir ce que ça allait donner. Et finalement, Spalletti se marie parfaitement à l'identité napolitaine et on a une très très belle équipe de Naples. Franchement, ils sont impressionnants, ils marquent beaucoup de buts, ils gagnent leurs 2 derniers matchs 4-0, donc c'est assez impressionnant. Ils sont très solides en défense, très très solides. De toute façon, ils ont une charnière absolument incroyable, Koulibaly, que ce soit avec Manolas ou avec Ramani, à chaque fois c'est très fort. Moi aussi, mention à Zambo Anguissa, l'ancien de l'OM qu'on avait critiqué en Ligue 1 quand il était passé à Marseille, on lui avait craché dessus, on l'avait insulté. Zambo Anguissa, les gars, avec Naples, il nous fait un début de saison, on dirait N'Golo Kanté. Non mais je vous jure, il est absolument incroyable. Il est partout, il est sur tous les ballons, il court de la première à la dernière minute, il est irréprochable. C'est un joueur qui est vraiment qui a tout vraiment pour réussir et le championnat italien lui convient parfaitement. Donc voilà, alors l'Inter est toujours évidemment dans la course. On a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'Inter a perdu Lukaku, mais s'est trouvé en Dzeko un nouvel attaquant. Oui, vraiment. Alors il ressort des morts, Dzeko. L'Inter, c'était un peu un dernier défi, c'était un pari. Et là, avec Martinez, qui est, je trouve, absolument sensationnel aussi, parce qu'il arrive à mettre les joueurs en valeur. Et la doublette Dzeko-Martinez, on est reparti pour un nouveau duo offensif de taré à l'Inter. Donc c'est magnifique, ils ont aussi une capacité à se renouveler. Voilà, et puis là on enregistre ce podcast à 17h, il est 17h26 et dans une demi-heure on va voir un très gros match, le derby de Rome entre l'AS Roma et la Lazio. Si je peux rajouter une dernière chose, c'est une mention positive pour une équipe, c'est la Fiorentina qui fait un début de saison canon. Moi c'est une équipe que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup regarder, avec des joueurs sympathiques. Moi j'aime beaucoup le petit Vlahovic bien sûr en attaque qui nous épate de jour en jour. C'est dommage parce qu'ils avaient tenu bon contre l'Inter au dernier match. Ils se sont fait retourner ensuite 3-1 à domicile, mais ils avaient fait un bon match. Calleron, l'ancien napolitain qui a laissé de bons souvenirs aux supporters de Naples, qui joue maintenant la Fio, qui fait ses matchs. Voilà, on a une belle équipe. C'est frais, c'est pas mal. Ils ont fait des recrutements intéressants. Avec Lucas Torreira au milieu de terrain, moi je trouvais que c'était un recrutement très très intelligent. Il fait des très bons matchs. Donc voilà, cette petite équipe de la Fiorentina, cette petite équipe, je dis ça gentiment, ils sont 5e, un point devant l'Atalanta. Donc voilà pour un petit peu le résumé de cette saison en Serie A. On passera rapidement sur la Ligue 1 et je dirai un petit mot sur la Ligue 1 si ça vous dérange pas. Ouais. Allez, on part sur ça. Ligue 1, donc Paris toujours leader, ils ont que des victoires, 8 matchs, 8 victoires, vraiment un début de saison impressionnant, mais Marseille, ils sont quand même à 10 points, on va pas se mentir. Je pense, ils sont à 10 points, mais avec un match en retard et un deux match de en retard. Ils ont 2 matchs de moins, c'est vrai, mais ça va être difficile pour eux de rattraper Paris quand même.
Je sais pas si le but c'est vraiment de rattraper Paris. Le but c'est la qualif, tu vois, pour Marseille. Oui, le but c'est la Ligue des Champions, mais il y a quand même quelque chose qui se passe à Marseille. À Marseille, je sais pas si vous avez regardé certains matchs de Marseille, mais Marseille c'est super beau à voir. Hein. Vraiment, moi ça me fait plaisir. C'est assez plaisant à voir. Là par contre, ce qui est pas beau à voir, les gars, je me permets juste de vous couper, c'est la coupe de cheveux de Dele Alli. Je viens de voir passer ça à l'écran. Ah oui, non, Dele Alli, par contre, c'est un nom catégorique. Hein. Mais Marseille est assez beau à voir. Je pense qu'aussi on peut faire une petite mention à Lyon qui a fait un beau match face aux Glasgow Rangers de Stevie G. Et ouais, c'était un très beau match. Beaucoup menés sur les 15 premières minutes, mais qui ont su retourner la situation avec Karl Toko Ekambi, avec une magnifique frappe en dehors de la surface. Je sais pas si vous avez vu, les gars, mais en tout cas, c'était un beau match. Maintenant, si on parle de Ligue 1, on peut aussi parler de Clermont Foot. Clermont Foot qui est actuellement en train de gagner contre les Monégasques, qui sont à 2 points de la relégation. Ouais, mais Monaco a fait un début de saison assez catastrophique parce que ils avaient aussi les barrages de LDC et finalement ils ont perdu face au Shakhtar Donetsk et sont allés en Europa League. Mais ouais, depuis la défaite, la défaite ou en tout cas l'échec de la qualification en Champions League, c'est très très compliqué pour Monaco. Ouais, vraiment. Alors qu'on voyait un Monaco assez flamboyant quand même en fin de saison dernière. Hein. C'était un Monaco qui faisait peur. Oui, sur la deuxième partie de saison, ils sont pas loin, je crois, d'être la meilleure équipe. Hein. Sur la deuxième partie de saison, Monaco, ils sont vraiment impressionnants. Sam Ben Yedder vient d'égaliser face à Clermont pour Monaco, je tiens juste à le dire, ça vient d'arriver à l'instant. Et en tout cas, l'équipe qui est très très inquiétante, c'est Saint-Etienne. Saint-Etienne, 3 points en 8 matchs, 5 défaites, toujours pas une victoire pour les Stéphanois, c'est catastrophique. Mais il reste quand même je crois que c'est 5 défaites d'affilée, c'est une catastrophe. Et puis en plus, à chaque fois, ils prennent beaucoup de buts, ils en prennent 3 contre Nice, 3 contre Monaco. Enfin, ils ont encaissé 17 buts depuis le début de la saison, 17 buts. C'est vraiment une équipe catastrophique et ils ont intérêt à se relever très vite parce que les supporters stéphanois vont s'arracher les cheveux saison après saison. On leur offre vraiment des prestations. Moi je suis vraiment à chaque fois dégoûté parce qu'il y a une ferveur, il y a un vrai peuple à Saint-Etienne et je suis tellement déçu à chaque fois par ce qui se traduit sur le terrain. J'étais pourtant plutôt agréablement surpris par le match, le début de saison de Saint-Etienne. Ils avaient joué à Lens. Ils avaient joué chez eux, je crois, c'était contre Lens, c'était un très beau match, ils auraient pu gagner. Contre Lille, ça fait match nul, donc ils partaient finalement pas mal, avec 2 matchs nuls qui auraient pu être des victoires. Et puis ensuite, ils sont partis sur une série de défaites. Les pauvres, là, je sais pas ce qu'ils vont faire de cette saison. Mais moi j'aimerais bien tenir une petite mention. C'est le podcast des mentions aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est le podcast des mentions, mais aussi c'est assez surprenant de voir Nantes 10e du championnat, alors que le Nantes, l'année dernière, c'est à peine maintenu en Ligue 1 avec le retour d'Antoine Camboré en Ligue 1 et honnêtement c'est quoi cette équipe? L'équipe elle est plutôt pas mal. Enfin moi c'est plutôt pas mal à voir. Hein. Il y a certaines performances qui ont vraiment été assez bonnes et ouais, Antoine Camboré fait un plutôt bon job pour l'instant à Nantes, hein, si on retrace un peu son parcours à Nantes. Et on a 2 équipes qui sont aussi qui jouent un peu au-dessus de leur ligue, Lorient et Angers, qui font un très bon début de saison. Même si ça s'était un peu essoufflé pour les Angevins, ça continue quand même parce qu'ils sont toujours 4e. Lorient, pareil, c'est une équipe qui est très dure à jouer. Lorient, à chaque fois que les gros vont jouer à Lorient, c'est toujours très difficile. Lyon peut en témoigner, mais c'était difficile pour tout le monde, malheureusement. Et pour Lille, ça me permet de faire une petite passerelle pour Lille qui avait perdu à Lorient. Lille qui perd le derby contre Lens. Alors là, je peux vous dire que les supporters lillois l'ont toujours pas digéré, la défaite dans le derby. Mais bon, ça leur a remué un petit peu, ça a dû chauffer dans le vestiaire et avec les supporters. Enfin, moi je vous le dis de source sûre puisque j'étais au stade. Donc il y a 2 victoires d'affilée pour Lille qui font du bien. 2 victoires 2-1 à l'arraché, surtout celle aujourd'hui contre Strasbourg. Ils sont allés la chercher. Ça permet vraiment aux Lillois de enfin pouvoir respirer, de se replacer un peu au classement, de se mettre dans le top 10 confortablement, quasiment à la hauteur de Lyon. Et enfin d'apercevoir le podium. Lille peut lancer sa saison, il était temps. D'ailleurs les gars, je sais pas si vous avez vu, mais moi, en tout cas, comme j'habite à Lyon et que je suis pas loin de Saint-Etienne et que Saint-Etienne-Lyon se tient dans pas très longtemps, apparemment Saint-Etienne-Lyon se jouera à huis clos et n'accueillera pas ses supporters et n'accueillera pas les supporters lyonnais par c'est triste. C'est très triste.
c'est assez triste parce que c'est quand même le derby du Rhône-Alpes et finalement avec une ambiance incroyable. Le derby le plus chaud de France, même si là maintenant on a la chance d'avoir à nouveau Lens-Lille, mais c'est peut-être aussi dû à ce qui s'est passé entre Lensois et Lillois. Et même avec Nice-Marseille, etc. Bien sûr, pour avoir eu des témoignages moi d'amis qui étaient au stade à Lens, l'ambiance à la mi-temps c'est vraiment parti en vrille totale. On a vu des supporters lillois et lensois il y en a qui se jetaient des chaises dessus, il y en a qui ont fini avec une trace au visage, des cicatrices énormes qui vont garder à vie. Enfin voilà, le foot c'est pour s'amuser, c'est pour profiter, c'est vraiment dommage de voir ces séquences qui sont en plus ça pénalise tout le monde. Les supporters lillois, le parquage visiteur est fermé, Lens joue ses matchs à huis clos, donc voilà, c'est et dire qu'on aurait dû aller voir ce match. Un an et demi. Dire qu'on aurait dû aller voir ce match tous les trois. On a attendu un an et demi pour revoir les stades, etc. Et puis les stades avec du monde, et puis cette saison là en Ligue 1 c'est un peu n'importe quoi quand même. Et puis en plus Lens se pénalise tout seul parce que du coup ils jouent à huis clos, ils ont perdu leur match contre Strasbourg à domicile là ce week-end, donc cette semaine, donc c'est complètement contre-productif. Enfin bon, je pense qu'on peut passer à la Leganos. Ouais, très rapidement, vu que je suis un des seuls qui m'intéresse un minimum. On a toujours Benfica. Justement, j'allais en parler. Benfica leader de la Liganos, toujours un sans faute. 7 matchs, 7 victoires. Porto et Sporting, toujours aucune défaite pour eux non plus, mais ils ont fait 2 matchs nuls. C'est grâce à la Superbox. Si vous allez au Portugal, buvez de la Superbox et pas de la Sagres. Donc Porto et Sporting qui sont à 4 points derrière le Benfica après avoir fait 2 matchs nuls. Estoril toujours 4ème, on est content les gars. Ils ont un match de retard, donc ils peuvent. Ça joue demain. Ça joue demain, exactement. On a Braga et après. Les Portugais, moi j'aime beaucoup parce que déjà que les Espagnols sont quand même un peu dans l'abus avec leur match à 22h. Les Portugais, eux, ils font 22h15. Mais je ne comprends pas. La dernière fois, je regardais un match du Barça, ça a commencé tellement tard. Oui, mais après. Du coup, les matchs finissent après minuit, quoi. Après, on peut pas en vouloir aux Portugais parce que les Espagnols, les limites, ils ont les mêmes heures que nous, mais les Portugais, ils sont à 1 heure de moins. Donc, pour vous, c'est 22h15, pour eux, c'est 21h15. C'est vrai. Donc, on peut pas leur en vouloir. Et après, en 6ème position, on a Portimonense, le club de Portimão que Thomas aime tant. Donc, à suivre. Bon, pour l'instant, Benfica qui domine clairement la Ligue, et puis on verra comment les choses vont se passer par la suite. Cas, énorme occasion pour Aubameyang là, et un super arrêt du Goloris. Évidemment, c'est le meilleur gardien de Première Ligue, les gars. Qui ? C'est le meilleur gardien de Première Ligue, Aubameyang, finalement. Alors un petit mot sur la MLS quand même, parce que faut pas déconner. Vas-y, quand tu veux. Non, je rigole. Non. On n'allait pas me parler de cette vie de boulanger. Ok, bon. Je vais même pas oser. Je suis juste triste pour l'Inter Miami qui fait pas une très bonne saison. Bon bref, c'est tout. On s'en fout très clairement, les gars. Passons aux choses sérieuses. La Ligue des Champions. Ouais, effectivement, la Ligue des Champions. Là, je peux pas vous mettre une petite musique vu que c'est interdit par YouTube, Spotify et tout. On est censuré. Comme Eric Zemmour, on est censuré. Voilà, exactement. Pas de politique ici, Thomas, pas de politique ici. C'est une blague, bien sûr. Oui, évidemment. Des gros matchs à l'affiche pour la 2ème journée de Ligue des Champions. Est-ce que vous voulez commencer par le clash entre le Paris Saint-Germain et Manchester City ? Alors, évidemment. On ne peut que commencer par ça. C'est le match de la journée de Champions League. Là, moi, j'ai hâte de voir le PSG se frotter enfin à une grosse équipe et qu'on voit toutes les limites du Paris Saint-Germain cette saison. S'ils jouent comme ils jouent tous les jours en Ligue 1, alors ça passe parce qu'effectivement ils jouent contre des équipes pathétiques, mais je le dis alors que j'adore la Ligue 1, mais à chaque fois que les équipes viennent jouer contre le PSG, je les trouve pathétiques parce qu'il y a de la place à chaque fois, et j'ai l'impression qu'il y a une forme de stérilité qui se crée à chaque fois que les équipes jouent contre Paris. Cette saison, ça m'énerve au plus haut point. Mais en tout cas, si le PSG joue comme il joue en Ligue 1 contre City, mais c'est pas une volée qu'ils vont prendre, c'est une déculottée. Donc après, moi, je suis convaincu que les joueurs du PSG vont hausser le niveau et se mettre à jouer enfin en mode Ligue des Champions. J'attends de voir ce que ça va donner, mais franchement, la confrontation, elle va être exceptionnelle. J'ai vraiment, vraiment hâte d'y être, et c'est un match qui va nous en dire beaucoup sur les deux équipes. Pronostic ? Moi, je vois un match nul. Match nul. Et toi, Paul-Antoine ? Alors, moi, je vais parler un peu parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Honnêtement,
c'est vrai que le début de City en championnat, il est pas forcément incroyable. Ils font un nul face à Southampton, ils perdent face à Tottenham. Ils gagnent face à Chelsea, donc une belle victoire. Mais c'est assez. Enfin, je sais pas, moi je trouve j'ai l'impression que c'est pas encore parti pour City. City l'année dernière, vous vous rappelez, je pense qu'il y avait eu une petite période où ça allait pas bien. Et là, ils ont une suite de matchs où tout allait bien, tout était parfait pour eux. Et c'est là où ils ont pris de la confiance. C'est là où même en Champions League, ils se sont rendus compte que c'était l'une des meilleures, même les favoris de la Champions League l'année dernière. Et je sais pas, cette année, pour l'instant, je vois pas ça, même si je les vois vraiment largement mais supérieurs au Paris Saint-Germain. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que je pense que vraiment le Paris Saint-Germain, l'entraîneur, enfin moi, Maurice Lapioche, je ne vois pas ce qu'il veut implémenter dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème que j'ai avec le Paris Saint-Germain, c'est que j'arrive, je vois un match du Paris Saint-Germain, mais je ne sais toujours pas ce qui est proposé sur un match du Paris Saint-Germain, à part passer par Messi, parce que c'est un peu un passe-partout finalement, c'est le mec qui débloque des portes, mais même au-delà de ça, quand il joue pas, enfin, je sais pas, ça dépend trop de Neymar, ça dépend trop d'Mbappé, on attend toujours les petites étincelles de ces joueurs. Certes, c'est une équipe avec beaucoup d'individualité, mais le collectif derrière ça, pour l'instant, je le vois pas comme je le voyais sur la LDC 2020, je le vois pas comme je le voyais sur les matchs à élimination directe face au Bayern Munich. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est en train de s'essouffler et que Mauricio Pochettino, il galère un peu à retrouver cette étincelle, enfin, pas à retrouver parce qu'il l'a jamais vraiment eu, mais à trouver la combinaison parfaite qui fera que le Paris Saint-Germain sera une équipe à la fois collective et remplie d'individualités qui pourront faire la différence. Et c'est pour ça que moi, honnêtement, avec les matchs que je vois de Paris en Ligue 1, ça me donne absolument pas envie de 1 et de 2, c'est pas du niveau d'un match face à City. Et même si honnêtement, si les joueurs arrivent, je dis bien arrivent, à relever le niveau, à hausser le niveau pour ce match face à City, j'en serais bien content, mais je pense que ça sera pas suffisant et c'est pour ça que je vois une victoire de City après-demain soir. Paul Antoine a raison, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre depuis qu'il est arrivé, Pochettino, qu'est-ce qu'il veut mettre en place. Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est la même chose en fait. Les joueurs du PSG sont extrêmement talentueux, c'est une équipe sur le papier qui est vraiment phénoménale. Ils ont des cracks à chaque poste. Et finalement ça suffit ça suffit pour gagner en Ligue 1, mais c'est vrai que ça c'est but d'Arsenal les amis, donc ça fait 1-0, mais en tout cas je trouve vraiment que cette équipe du PSG va devoir se constituer une véritable ambition tactique, parce que pour jouer contre des équipes comme City il va falloir plus que des exploits individuels, parce que ils peuvent ne pas arriver ou être maîtrisés par les joueurs de City, ces exploits individuels en plus. Non mais c'est vrai. Honnêtement, je tire mon chapeau à Mbappé parce que on parle d'exploit individuel. Moi, je trouve que c'est le seul vraiment à se montrer au niveau cette saison, disons au niveau de ce qu'on attend. Ah non, Mbappé, justement, c'est le taulier de cette équipe. Justement, Mbappé, tu vois, je reconnais qu'il est au niveau. Le joueur qui me surprend. De Tottenham, les amis, quand même. Le joueur qui pour moi est le meilleur du Paris Saint-Germain sur ce début de saison, c'est Ander Herrera, tout simplement. Ah mais je suis pas d'accord. Herrera, c'est un très bon joueur. Il remplit son rôle, voilà, il fait le taf. Mais je suis désolé, le taulier depuis le début de la saison, c'est Mbappé. C'est lui qui marque le but. C'est lui qui vient la lumière à chaque fois. Je suis désolé, c'est lui qui fait le boulot. Sans Mbappé, le PSG n'est jamais à 8 victoires. C'est lui qui déclenche tout à chaque fois. Mais pas sur tous les matchs de Ligue 1 cette saison. Pas sur tous les matchs. Et il y en a. Ander Herrera, pour moi, a été le joueur le plus complet parce qu'il a apporté en termes de buts, en termes de passes décisives et même en termes défensifs. Bon, il n'y avait pas tellement à défendre sur ce début de saison, mais honnêtement, Ander Herrera, en termes de statistiques sur ce début de saison, c'est pas le Ander Herrera qu'on voyait sur les 2 dernières saisons, ou même sur la dernière saison. Je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, pour moi, c'est le joueur qui me surprend le plus au PSG cette saison. Je comprends que ça peut être un joueur qui te surprend, mais moi, je trouve ça justement surprenant que Ander Herrera soit un des meilleurs joueurs du PSG, parce que ça veut dire quoi déjà ? Ça veut surtout dire que le PSG n'a absolument pas de milieu de terrain titulaire défini. Et qu'est-ce qui constitue
la caractéristique des grandes équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, c'est les milieux de terrain. Aujourd'hui au PSG, si tu te mets sur une feuille, voilà, t'es pas capable de sortir les 3 milieux de terrain titulaires, indiscutables, indéboulonnables et qui sont les meilleurs à leur poste. Je suis désolé. Ah mais Parce c'est que c'est tu vas c'est un vrai coup non. faire jouer Gay, un coup on voit Danilo Pereira, un coup on va voir Verratti revenir et puis Verratti se blessé. Puis je suis désolé, cette équipe du PSG souffre de ne pas avoir des milieux de terrain de haut niveau. Et effectivement, Ander Herrera surperforme, mais jusqu'à quel point est-ce qu'il va être performant? Évidemment, non mais Encore une fois, c'est le minimum d'avoir des milieux de terrain qui impulsent un niveau à une équipe. Vous êtes supporter de Chelsea, vous êtes les premiers à le savoir. Donc c'est pour ça que je comprends que tu soulignes les performances d'Ander Herrera et tu as raison de le faire. Mais moi, je trouve encore plus que ça souligne justement l'absence de joueurs vraiment importants à ce poste-là, qui pour moi est le poste qui te permet d'être une équipe, disons, de vrai haut niveau. C'est pour ça que par exemple Brozovic à l'Inter est un joueur absolument essentiel. C'est pour ça que dans le rôle de milieu de terrain, quand tu m'as parlé de Tonali tout à l'heure à Milan, tu avais totalement raison. C'est grâce à lui que Milan gagne tous ses matchs. C'est lui le métronome de cette équipe. Et quand je regarde la Juve jouer, je vois qu'on n'a absolument pas le milieu de terrain, le métronome dans notre équipe. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bon. Voilà, il ne faut pas chercher midi à 14 ans. Après, enfin, là, ce que je souligne, c'est aussi les statistiques d'Ander Herrera, c'est 4 buts et 2 passes décisives en toute compétition confondue sur à peu près 9 matchs. Donc, c'est quand même pas mal, tu vois. C'est quand même à souligner pour un joueur de 32 ans qui est un peu sur le déclin quand même. C'est un bon début de saison. Et je pense que maintenant, on peut passer au match de l'Atlético. Atlético. Oui, on va passer très rapidement juste pour revenir sur le dernier match parce que j'ai pas pu beaucoup parler. Je vais pas parler trop longtemps désolé. Parce que je sais que Thomas, tu dois partir très rapidement. Je vais juste donner mon pronostic très rapidement. Je vois Manchester City super au Paris Saint-Germain. Ils ont eu un gros boost moral en enfin battant Chelsea après 3 défaites face à eux sous Thomas Tuchel. Donc je vois une victoire de Manchester City au Parc des Princes. Donc comme tu disais Paul-Antoine, on va passer à Milan. Donc je suis celui qui a le plus critiqué le PSG, mais je suis seul à ne pas dire victoire de City. C'est vrai. Voilà. Attends, juste un petit détail avant de passer à Atlético Milan. Milan Atlético. C'est le retour de la finale de l'Europa League après-demain soir du coup. Oui. Non, c'est mercredi. C'est Manchester United Villarreal. Ouais. Ça va être assez beau à voir. Bref. Ouais. Bon. Du coup, pour en revenir à Milan Atlético, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Milan peut aller chercher les 3 premiers points, enfin leurs premiers 3 points de cette Ligue des Champions? Vous pensez que Milan peut relever le niveau de cette poule? Moi, je suis pas sûr. Vas-y, Mathieu, t'as pas beaucoup parlé, donc vas-y. Je pense qu'ils sont sur une bonne lancée là actuellement en Serie A. On en parlait tout à l'heure avec Paul-Antoine. Paul-Antoine, t'avais l'air un peu déçu déçu entre guillemets de ce début de saison de l'Atlético malgré leur placement en Liga. Je vais partir sur un match nul. Je vais dire un partout, 2 partout. Ça va être un match assez équilibré pour moi. Milan qui a fait une bonne performance quand même face à Liverpool, c'était pas immonde, donc on verra ce que Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis pas convaincu sur le fait que Milan va prendre des points. Je crois vraiment au complexe italien en Europe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est que Milan, comme Liverpool, on disait de Liverpool à un moment, Milan va se concentrer cette année sur le Scudetto parce que la fin de l'hégémonie de la Juve est actée. C'est l'Inter qui a mis fin, donc déjà l'Inter a pris, si vous voulez, une sorte d'ascendant psychologique en Italie, et Milan, qui a fait une très bonne saison l'année dernière, ne doit surtout pas rater le coche du Scudetto. Ça fait tellement longtemps que Milan ne l'a pas gagné qu'ils ne peuvent pas passer à côté. Je crois qu'ils vont perdre des points 2011, en Europe, 2011, non 2011, ouais. Donc ça fait 10 ans. Je crois vraiment que Milan va se concentrer sur le Scudetto et que par effet de ricochet, ils vont avoir la tête ailleurs, qu'il va y avoir une équipe un petit peu remaniée. Je ne crois pas qu'il va mettre tous ses titulaires parce que derrière, ça joue aussi en Serie A. Donc voilà, l'Atlético doit se racheter un petit peu de ces matchs un peu confus en Liga. L'Atlético, c'est une équipe qui joue très bien en Europe et en Ligue des Champions, en Europa League. C'est toujours une équipe qui performe et qui est au rendez-vous. Donc voilà, c'est à l'extérieur pour l'Atlético, donc c'est pour ça que je ne vois pas non plus l'Atlético s'imposer forcément, mais je ne vois pas du tout Milan supérieur sur ce match. Moi, je sais pas. En fait,
en fait, en regardant l'effectif du Milan, tu vois, je suis pas non. Enfin, je me dis que c'est pas une grosse équipe, tu vois. C'est pas une équipe comme Liverpool, comme Chelsea, comme City, comme le Barça. Enfin, bon, plus comme le Barça maintenant, mais comme le Real. Maintenant, je me dis, enfin, l'effectif de Milan, il est bon, il est jeune, il est rafraîchissant. Et enfin, moi, Madrid, enfin, l'Atlético, comme je l'ai dit précédemment, les performances qui sortent en ce moment, que ce soit face à Alaves ou d'autres équipes, ça me plaît absolument pas. En fait, l'année dernière, je voyais le style de jeu de Simeone, et là, j'ai l'impression qu'il s'est perdu en route enfin, offensivement, dans les 30 derniers mètres, l'Atlético ne sait plus quoi faire. Il n'arrive pas à aligner 3 passes dans les 30 derniers mètres, et il n'arrive pas à tirer, il n'arrive pas à cadrer, enfin, c'est assez bizarre, mais l'Atlético, ils sont, je sais pas, je les sens un peu en déclin cette saison. Bon, je pense que aussi c'est un début de saison, donc faut pas trop se fier à ça, mais Milan, je les sens beaucoup plus en confiance, et comme tu le disais, bon, certes, peut-être qu'il y a une pression sur le Scudetto, mais je les vois vraiment, bien jouer demain, enfin après-demain, et je les vois vraiment plutôt bien performer, donc je pense que je vais prédire une victoire de Milan. Les gars, maintenant je pense qu'il est temps de passer une rencontre qui nous intéresse un peu plus tous les trois. Ouais. C'est avant ça, je sais de quoi tu vas parler. Juste avant ça, Porto-Liverpool. Allez, Porto, ils se sont fait voler une victoire face à l'Atlético la dernière fois. Je sais pas si vous avez vu l'action. Non. Du but de Porto qui a été refusé parce que soi-disant il touche avec la main quand il tombe. C'est très très litigieux. Voilà. Donc Common Porto contre Liverpool, et puis oui, on va donc passer à ce gros match de la deuxième journée de Ligue des Champions. Bien sûr, on parle de Zénith Malmö évidemment. Effectivement. Alors Zénith, alors Malmö, l'effectif de Malmö, je pense qu'ils vont jouer au 4-3-3. Alors on va parler de Juve Chelsea, on va être à 2 contre 1 là. Aïe. Mais ça fait combien de temps qu'on attendait un Juve et Chelsea, parce qu'on n'en a pas eu depuis qu'on regarde le foot ensemble. Ouais, mais ça fait combien de temps qu'on attend un Juve Paris, hein, les gars? Un Juve Paris. La Juve Paris, ça c'est encore pire que Juve Chelsea. Parce que si on remonte dans les annales, on a un Juve Chelsea avant un Juve Paris. Ça, j'en suis sûr. Ouais, oui, évidemment. En tout cas, là, c'est quand même le match. Ça va être l'affiche quand même de la journée, parce qu'on n'est pas sur le même jour que Manchester City Paris, donc ça va vraiment être l'affiche du mercredi du coup. Dites-vous, je suis désolé de t'interrompre, t'interrompre Thomas. La dernière fois que Chelsea et la Juve se sont affrontés, c'était lors des phases de poule. La dernière fois que Chelsea était champion d'Europe, c'est-à-dire les phases de poule juste après la victoire de 2012. Et la Juve avait gagné 3-0 à domicile et avait fait un match nul de partout face à Stamford Bridge. Je pense pas que ce sera la même chose ici, Thomas, t'inquiète pas. Vous avez pas gagné 3-0, je pense. Je pense que c'était une autre ère, et la Juve était bien plus active à ce moment-là. Et c'était surtout la saison où Chelsea est retombé en Ligue Europa juste après sa victoire en Ligue des Champions. En 2012, la Juve, vous êtes gentil, hein, c'était la reconstruction, le début de la gloire, hein, donc c'était pas non plus. Ouais, mais vous gagnez quand même un Scudetto cette saison-là. Alors en tout cas sur ce match, les gars, je vais dire très rapidement, la Juve qui perd Dybala, qui perd Alvaro Morata, ça va être très compliqué. Chelsea, déjà, je pense que même la Juve avec Morata et Dybala n'aurait pas réussi à décrocher une victoire face à Chelsea. Maintenant, Chelsea qui sort d'une défaite face à Manchester City, je pense que ça va vraiment les réveiller et les bousculer, parce que depuis le début de saison, on voit pas le Chelsea qui performait aussi bien que l'année dernière en Ligue des Champions en fin de saison. Chelsea se repose sur ces victoires qui sont relativement faciles jusqu'à maintenant, et face à Manchester City ça s'est vu, les joueurs ne donnaient pas d'efforts. Rudiger l'a très bien dit, aucun joueur n'est irremplaçable, s'il ne joue pas assez bien il sera retiré de la liste des titulaires. Et pour moi, Chelsea n'a pas montré la volonté de gagner face à Manchester City. Je pense que ce match-là, c'était pas tant City qui avait très bien joué, mais plutôt Chelsea qui n'avait pas du tout donné du sien. Je pense que ça les aura vraiment réveillés, et ils vont sortir une bonne performance face à la Juve. En tout cas, une assez bonne performance pour décrocher une victoire. Je vais dire 2-0 avec encore une clean sheet en Ligue des Champions pour Edouard Mendy. Malgré l'absence potentielle de Reece James qui s'est blessé face à Manchester City, et on espère un retour de Mason Mount suite à sa blessure
face à Aston Villa. Moi, Mais bon. honnêtement, enfin, le match face à City, pas inspiré, pas inspirant. Je pense que Chelsea a eu beaucoup de difficultés et encore une fois, euh, comme je l'ai dit précédemment à Thomas ou même à Mathieu, là, je pense qu'il y a il commence à y avoir un certain essoufflement de la tactique de Tourelle. Le fait de jouer en 3-5-2, en 3-4-3, au bout d'un moment, je pense que c'est assez redondant. Et on commence à remarquer un peu les défauts de la tactique de Tourelle. Et je pense que la défaite face à City, on remarque que Chelsea a été vraiment contenu par City. Parce que aucun tir cadré, 4 frappes sur tout le match, c'est ridicule. Un seul tir à la première période, c'était ridicule. Une sous-performance de Chelsea comme ça, j'en avais pas vu depuis très longtemps. Et honnêtement, je pense que là, ce match face à la Juve, c'est le moyen de se remettre en confiance, de se réveiller, de se réveiller, de se prendre un peu d'eau sur le visage pour se rafraîchir. Mais aussi, faut faire attention parce que la Juve, face aux grosses équipes, c'est pas la Juve qu'on voit face à la Spezia ou même face à d'autres équipes de Serie A. On l'a bien remarqué face à l'AC Milan, on l'a remarqué aussi face à Naples. C'était pas une petite équipe, c'était pas des petites équipes et je pense que la Juve a été a fait assez mal à ces équipes. Maintenant, je pense que Chelsea est meilleur sur le papier et sur le terrain. Donc je vois Chelsea gagner, mais faut faire attention, faut pas aller encaisser, faut juste que le Chelsea gagne ce match. Peut-être changer de formation, je ne sais pas, mais faut se rafraîchir, faut voir nouveau. Et je pense que c'est pas la fin parce que Chelsea est sur une bonne lancée, sur un bon début de saison, mais faut faire attention à pas trop se reposer sur ses acquis comme ils l'ont fait face à City parce que vraiment moi je suis quelqu'un qui part au quart de tour et ce genre de performance ça m'énerve très rapidement. C'est quoi le pronostic alors? Pronostic, victoire de Chelsea 1-0 ou 2-0. D'accord. Alors pour la petite anecdote, le dernier match entre le PSG et la Juve, c'était en finale de la Super Cup, donc la Oh là Super là là Cup là. européenne. Waouh. Donc c'était un match aller-retour. C'était en 1996, un match Oh officiel. mon Waouh. dieu. Donc ça fait 25 ans quand même, hein. C'est 25 ans chaud. et la Juve avait gagné 3-1 à l'aller et 6-1 au retour au Parc des Princes. Ah, je pense Donc pas que ça c'est arriverait de nos jours, hein. le bilan d'ailleurs du PSG contre la Juve est absolument négatif. Ils n'ont pas gagné, quasiment pas gagné un match, c'est impressionnant. En tout cas, effectivement, c'est pas la même Juve de laquelle, de laquelle on parle en ce moment. Mais je vous trouve un brin présomptueux avec Chelsea. Rappelons quand même que le match est à Turin, à la Juve, et on va ouvrir les jauges en plus en Italie. Donc il y aura 80% du stade, des 42 000 personnes. Donc on va avoir du monde. Il va y avoir l'ambiance Ligue des Champions dans ce stade qui donne toujours quelque chose de magnifique. Les joueurs vont être remontés, déjà vont se faire remonter les bretelles par la direction, par l'entraîneur, parce que ils savent très bien qu'ils ont eu leur qualification en Ligue des Champions de façon elle est presque chanceuse, on va dire, cette année. Ils font un début de saison catastrophique en championnat. S'il y a bien un endroit où ils ont la possibilité de se rattraper et de surtout pas, disons, être ridicule, c'est en Ligue des Champions. Donc il faut absolument, le but d'Aubameyang 2-0 pour Arsenal, il faut absolument que Tant la mieux. Juve se rattrape et je crois vraiment que les Turinois sont capables de sortir une vraie bonne performance contre les champions d'Europe. Je pense que c'est aussi l'occasion pour eux de montrer que la Juve est une grande équipe européenne parce que à chaque fois qu'on parle de la Ligue des Champions maintenant, et c'était même déjà le cas quand la Juve était championne d'Italie tous les ans, on parlait jamais de la Juve avant qu'ils arrivent en finale. Là c'est encore pire maintenant, on ne parle plus du tout de la Juve dans les grands journaux de sport qu'on connaît à l'étranger, dans les favoris, la Juve n'existe jamais. Donc c'est important pour la Juve de se redonner une image européenne. Quoi de mieux qu'affronter les champions en titre, Ouais. la meilleure équipe en compétition. Donc voilà, je pense qu'ils vont être très motivés, avec des supporters derrière eux. Je pense que la Juve peut vraiment créer la surprise contre Chelsea et s'imposer contre les champions en titre à domicile. À l'extérieur, ce sera un autre match, mais à domicile et dans le contexte actuel, avec une équipe de Chelsea qui reste en plus sur un faux pas, et qui a un peu de marge dans un groupe finalement où en fait on va se battre pour la première place et pas pour la qualif. Il y a de la place, donc voilà, je pense que la Juve peut venir s'imposer, même si l'absence de Dybala
va vraiment faire mal. C'est-à-dire que je maintiens mon pronostic, j'aurais pu le changer parce que l'absence de Dybala change beaucoup de choses. Mais bon, j'y crois quand même. Il y a aussi Morata qui est absent, non? Enfin, Morata sera Morata est absent. sorti sur blessure. Pour l'instant, on n'a pas encore les détails, donc on va pas s'avancer. Mais oui, il y a des chances pour qu'il soit absent. Après, bon, de toute façon, il aura peut-être pas forcément été titulaire avec Moïse Kean, etc. Peut-être qu'il rentrera en cours de match, mais ouais. Bon, on verra bien. En tout cas, c'était assez intéressant ce que tu as dit. Je pense que tu as assez raison sur certains points. Chelsea qui peut se faire peur face à ce genre d'équipe. C'est vrai. Maintenant Chelsea, j'attends beaucoup d'eux et j'attends encore plus de Thomas Tuchel cette saison. Je pense que c'est une bonne chose cette défaite face à City, ça va bousculer un peu les joueurs. Ouais, je pense qu'il fallait une défaite, je pense qu'il faut passer par le mal, faut tomber bas pour bien se relever. Et je préfère perdre face à City que face à une petite équipe et perdre des points bêtement. Faut mieux perdre des points face à eux que face à des petites équipes. C'est ça. Je pense qu'on a Bon, les gars, à dire. on a fait un bon tour. C'est bien. Ouais. C'est vrai. Ok, bon, Nickel. bah écoutez, bonne chance pour ces matchs. Bonne chance à toi cette aussi, semaine. Bonne chance à toi aussi, Thomas. Ça va être sensationnel. Et puis, on se retrouve très rapidement dans un prochain épisode du podcast. Nickel, ciao. Ciao.